On va s'intéresser à présent à la manière dont on forme le questionnaire, c'est-à-dire aux règles un peu de présentation à la fois des questions mais aussi de l'outil en général. Comment s'organise un questionnaire? Alors on va commencer par l'agencement des questions. Pour l'agencement des questions, il faut que l'ordre des questions soit logique pour donner une impression de cohérence et de continuité à votre enquêté. Il faut prévoir dans l'ordre des questions des transitions ou des titres. Donc des transitions qui nous permettent de passer d'une question à une autre et des titres qui nous permettent de projeter finalement l'objet des questions qui vont suivre. Pour standardiser aussi un maximum la passation des questionnaires, c'est-à-dire pour que chaque enquêté soit mis dans le même cadre de passation, même si les enquêteurs sont des personnes différentes, on peut prévoir de noter sur le questionnaire les phrases introductives, les phrases de transition, les phrases de conclusion, afin d'obtenir un cadre qui soit similaire de la passation d'un questionnaire à une autre passation. Dans ces phrases introductives, on peut avoir, pour commencer, je vais vous poser des questions sur. Dans les phrases de transition, maintenant passons à un autre sujet. Et dans les phrases de conclusion, pour clôturer l'entrevue, le questionnaire est terminé, merci pour votre participation. Avez-vous quelque chose à ajouter? Avez-vous des commentaires sur le questionnaire à faire? Voyez, pour conclure. Quand le questionnaire est auto-administré, c'est-à-dire quand l'enquêté répond seul au questionnaire, c'est important d'avoir des titres clairs qui annoncent en fait la thématique des questions qui vont suivre. Cela permet aussi à l'enquêté de choisir à quelle partie il va répondre d'abord. Ça lui permet aussi de mieux situer finalement l'ensemble des thématiques qui vont être abordées. Il y a donc en fait dans cette présentation une attention particulière à avoir et il faut réussir à se situer dans la position de l'enquêté. Je vous ai mis ici un exemple de hiérarchisation, donc où on va retrouver, vous voyez, de manière encadrée, le grand titre qui porte là sur le métier et son contexte d'intervention, et en premier sous-titre, quelque chose d'assez général pour situer le métier avec une série de questions. Et donc là, ici, vous remarquez, toutes les questions sont... Donc pensez aux transitions et aux titres, pensez également à l'introduction. Alors l'introduction, c'est à la fois le cadre dans lequel s'inscrit le questionnaire. Nous allons voir un exemple d'introduction, donc ici, qui est une étude dont l'acronyme est ELAP, étude longitudinale sur l'après-placement. Et donc, pour situer le questionnaire dans cette étude, on a un texte introductif qui est assez long, mais qui permet en fait de situer à la fois l'objet de l'enquête. Ici, c'est mieux comprendre les conditions de vie quotidiennes des jeunes durant leurs premières années d'autonomie après la fin de leur placement. On situe également le commanditaire. Donc ici, l'étude est organisée par l'Institut national des études démographiques, l'INED. On situe également le rôle et la finalité de l'enquête. Donc cet institut ne décide pas des mesures ou des politiques qui sont éventuellement mises en place, mais il est là pour construire une connaissance sur l'objet enquêté. Il est précisé également dans le cadre de cette introduction que les personnes sont libres de répondre ou de ne pas répondre. Il est précisé aussi des éléments sur le fait que les mineurs sont sollicités après demande à leur responsable légal, c'est-à-dire à leurs parents. Le fait qu'ils ne sont pas obligés de répondre à toutes les questions, qu'ils peuvent refuser de répondre à certaines questions,
qu'ils peuvent aussi demander des compléments pour mieux comprendre le sens d'une question si elle leur semble compliquée ou pas claire dans sa formulation. Et qu'il y a dans le questionnaire des questions qui ne concernent pas forcément tout le monde et que si les questions ne concernent pas l'enquêté, il ne faut pas qu'il y réponde. On précise également dans ce texte introductif le calendrier, c'est-à-dire ici, 6 mois après la passation du questionnaire, l'enquêté va être ressollicité. Et enfin, les clauses de confidentialité et de droit des enquêtés, c'est-à-dire le droit d'accès aussi aux informations qui ont été transmises. Ici, le choix du mode d'adresse est le tutoiement, comme une forme de stratégie pour se rapprocher en fait d'un groupe jeune, c'est-à-dire de ne pas créer une forme de distance avec la population liée du coup à 2 statuts différents qui sont celles des jeunes sortant de la protection de l'enfance et du coup c'est le statut lié à celui des chercheurs. Bon, il y a toujours en fait un questionnement à avoir sur quel mode d'adresse je vais choisir, le tutoiement ou le vouvoiement. On peut très bien aussi, par souci de distance a priori, mettre le vouvoiement et au moment de la passation du questionnaire, adapter en fait finalement les questions à la situation d'entretien, car on sent dans cette situation d'entretien que le tutoiement va faciliter, disons, une forme de confiance dans la relation et va faciliter la mise en mots aussi des réponses de l'enquêté. Donc l'introduction, c'est important de bien y réfléchir, mais également la première question, le choix de la première question du questionnaire est important, car elle va donner le ton. Il faut donc lui prêter une attention particulière, il faut qu'elle donne envie à votre enquêté de continuer à répondre à votre questionnaire. Il faut que la question soit simple, mais également qu'elle soit intéressante, qu'elle suscite de l'intérêt chez votre enquêté. Les questions qui sont difficiles ou qui peuvent être gênantes pour l'enquêté n'apparaissent jamais au début d'un questionnaire. Elles sont souvent préparées par une question banale et simple, dans l'idée d'une question un peu locomotive. On va introduire une question difficile par une question plus simple. Concernant la présentation des questions, on peut simplifier la forme de présentation des questions. Quand on a plusieurs questions avec le même type de réponse, on peut très bien choisir en fait une forme de présentation en tableau qui va principalement quand on est dans le cadre en fait de questions qui sont de questionnaires qui sont auto-administrés, c'est-à-dire où l'enquêté répond seul au questionnaire, ça va lui permettre en fait d'avoir une gestion de ces questions qui soit moins répétitive quand on est sur la forme tableau que quand on est sur un listing en fait de questions avec les mêmes réponses. Donc ici, par exemple, sur la situation professionnelle des parents, où on va demander pour le père et pour la mère, le même type de réponse est attendu. Un tableau permet en fait de simplifier finalement la présentation. Ensuite, on peut aussi penser à des présentations imagées, selon l'âge des répondants, mais aussi selon leurs caractéristiques sociales, il peut être utile de s'appuyer sur des illustrations. Ici, par exemple, c'est une question qui est posée à des instituteurs, à des professeurs des écoles, dans un questionnaire écrit, pour apprécier l'attitude de l'enseignant par rapport aux bandes dessinées. Donc on a en fait un parent qui vient demander un conseil à l'enseignant. Est-ce que vous pourriez me conseiller une bande dessinée intéressante pour un enfant de 10 ans? Et donc là, on va demander à l'enseignant de remplir la bulle en donnant la première réponse qui lui vient à l'esprit. Autre exemple, donc ici c'est une question qui est posée à des lycéens en passation collective pour connaître leur appréciation d'une exposition. Donc l'illustration met en scène en fait 2 camarades qui échangent leurs impressions à la sortie de l'exposition. Et donc on demande aux lycéens de se mettre à la place d'un des camarades et de proposer une réponse à l'invitation de l'autre camarade qui lui dit « Oh là là, ce que c'était théorique !» Et donc là, on va apprécier après les réponses qui sont proposées. Concernant
la présentation matérielle du questionnaire. Il n'existe pas de règle en matière de longueur du questionnaire. Ce sont les conditions de passation qui vont faire varier la longueur du questionnaire. On ne va pas avoir des questionnaires de même longueur selon finalement que la passation se déroule dans la rue ou qu'elle se déroule à domicile. Ce n'est pas la même chose d'avoir aussi une passation qui soit sur rendez-vous ou qui soit hors rendez-vous. Donc ici, en fait, ces différents éléments vont ajuster finalement la longueur du questionnaire. Si on a un questionnaire qui est passé à domicile sur rendez-vous, on peut avoir un temps de passation qui est plus long que quand c'est un questionnaire qui est passé dans la rue sans rendez-vous. Donc sur la présentation matérielle du questionnaire, très important, il faut numéroter toutes les questions. Il faut également penser à laisser des espaces de réponse qui soient suffisants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop limiter les réponses qui sont attendues par votre enquêté. Si vous laissez une ligne, l'enquêté va répondre sur une ligne. Si vous laissez 2 lignes, il répondra peut-être sur 2 lignes. Mais en tout cas, il aura l'espace suffisant finalement pour s'exprimer. L'espace que vous allez laisser va être aussi l'espace dans lequel l'enquêté va pouvoir se projeter. Il faut bien penser aussi dans la présentation du questionnaire à préciser les consignes à la fois pour le choix des réponses. Est-ce que j'ai plusieurs choix possibles? Un seul? Est-ce qu'il faut que j'ordonne les réponses? Donc le préciser pour l'enquêté, mais également pour l'enquêteur quand on a plusieurs enquêteurs afin de standardiser un maximum la passation du questionnaire. Une fois que mon questionnaire est finalisé, la dernière étape, c'est de le tester. Le test va répondre à plusieurs questions. Le questionnaire donne-t-il des informations qui sont utilisables? Quelles difficultés laisse augurer l'enquête? Comment les enquêtés interprètent les questions? Les questions produisent-elles une variété de réponses suffisante? Est-ce qu'il y a des questions qui font l'unanimité sur une seule réponse? Dans ces cas-là, il y a un problème aussi dans les modalités de réponse qui sont pensées. La modalité autre est-elle très souvent utilisée? Ça veut dire que si elle est très souvent utilisée, ça veut dire que je n'ai pas bien pensé les catégories de réponses. Donc le test, c'est faire l'essai sur le terrain. Ce test, il doit nous permettre en fait de voir les failles de notre questionnaire et de les réajuster avant la passation. Donc ici, dans cette phase de test, il faut noter les hésitations, les questions, les difficultés des répondants. Donc ici, quelques émoticônes justement pour éventuellement recenser les problèmes liés aux questions. Ce test permet également de vérifier l'ordre des questions, voir s'il n'y a pas d'incohérence dans l'ordre des questions, vérifier aussi la formulation des questions et des réponses, la longueur et la réaction globale face au questionnaire, vérifier le texte d'introduction et les textes de transition intermédiaire. Et le test du questionnaire permet également de fermer certaines questions ouvertes, parce qu'à partir du test, on va avoir des possibilités de réponses qui vont être proposées par les enquêtés et qui vont nous permettre de construire éventuellement des catégories de réponses pour les questions ouvertes. Bon, au-delà, ce test aussi permet de relever les erreurs et les fautes d'orthographe qui demeurent. Votre questionnaire peut passer de main en main, etc. C'est important qu'il soit dans sa forme correcte, que quelqu'un qui l'a entre les mains réussisse à situer de quel type d'enquête il s'agit, qui réalise l'enquête, l'objet, et que dans sa forme, il soit bien présenté et correct. Donc on a fini avec l'outil questionnaire. À présent, on va regarder comment on passe des questions aux variables, quelles sont les opérations en jeu et qu'est-ce qui se joue dans le passage justement du questionnaire à l'analyse des données. Alors on va distinguer 2 types de variables, les variables dites qualitatives et les variables dites quantitatives. Donc une variable, c'est une
caractéristique qui prend des formes différentes pour chaque unité statistique observée. Les caractéristiques des individus portent le nom de variables parce qu'elles peuvent varier d'un individu à l'autre. Exemple de variable, le sexe dans ce tableau. Autre exemple, la profession. Autre exemple, l'âge. Dans l'idée de variable, on a bien cette idée de variation entre les individus. Donc si on regarde les caractéristiques des variables, on va d'abord s'intéresser aux caractéristiques des variables dites qualitatives. Être ouvrier ou cadre, être homme ou être femme, c'est une qualité. L'ensemble des modalités d'une variable qualitative forment une nomenclature. Certaines de ces nomenclatures, comme celle du sexe, sont simples. Homme, femme. D'autres nomenclatures sont plus complexes, comme la nomenclature des CSP de l'INSEE. Mais il y a également, en dehors des nomenclatures officielles, des classements que l'on va construire. On va construire nous-mêmes finalement des catégories de réponses, des nomenclatures. Par exemple, dans quel type de logement vivez-vous? Est-ce que vous vivez dans un appartement, dans une maison, dans une caravane, dans un mobil-home? Ici, je vais construire finalement un classement des types de logements. Les variables peuvent faire l'objet de divers regroupements dans leurs modalités. Je peux très bien ici, si je reste sur les types de logements, choisir finalement de regrouper la modalité caravane avec la modalité mobil-home et construire une nouvelle modalité de variable qui est celle du camping. Ces modalités de variables, ces regroupements, sont élaborés en fonction des objectifs de l'enquête. Chaque observation doit appartenir à une seule classe, à une seule modalité, et deux observations qui appartiennent à la même modalité, à la même classe dans la variable, sont équivalentes ou identiques. La variable qualitative nominale, c'est celle qui décrit un nom. Les modalités ne présentent pas de hiérarchie entre elles. La variable ordinale est une variable dans laquelle les modalités sont classées dans un ordre spécifique. Elle présente une hiérarchie ou une progression. Par exemple, très souvent, souvent, quelquefois, jamais. Ce qui caractérise les variables quantitatives, c'est qu'il est attendu des modalités numériques en réponse. L'âge, le revenu, le nombre d'enfants sont des variables numériques. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples. Donc, exemple d'une variable qualitative nominale. Avez-vous des frères et ou sœurs? On attend comme réponse oui, non. Ici, c'est bien un non qui caractérise la modalité de réponse. On est bien du côté de la variable oui, non, qualitative nominale. Combien avez-vous de frères et ou sœurs? 5 possibilités, aucun, 1, 2 ou 3, 4 ou plus. 4 possibilités plutôt. Dans ces modalités de réponse, on a l'idée d'une progression. On est donc sur une variable qualitative ordinale. Et enfin, même question, mais ici, pas de proposition de réponse, pas de catégorie construite. On attend une réponse numérique et on est du côté de la variable quantitative. Donc on saura par exemple précisément le nombre de fratries de 7 enfants avec la variable quantitative. On va avoir plus de précision du côté de la variable quantitative. Il est plus intéressant d'obtenir dans un questionnaire des données très précises. Après, il ne faut pas oublier que le degré de précision d'une variable, il se heurte à deux éléments. D'abord, à l'incapacité d'une personne à se souvenir avec exactitude de certains éléments. Par exemple, combien de fois êtes-vous allé au cinéma l'année passée? Ça peut être très compliqué pour quelqu'un qui y va occasionnellement ou quelqu'un qui y va très souvent. Quelqu'un qui y va pas du tout, a priori, il va s'en souvenir. Quelqu'un qui y va très régulièrement, c'est-à-dire, je sais pas, une fois par semaine, c'est possible aussi.
Mais quelqu'un qui y va de manière un peu aléatoire, ça peut être compliqué en fait de se souvenir exactement du nombre. Donc cette incapacité à se souvenir avec exactitude de certains éléments, qui peut du coup rentrer en compte dans le fait de ne pas demander une variable quantitative, mais également le respect aussi des enquêtés sur des aspects de leur vie personnelle qu'ils n'ont pas forcément envie de révéler. Sur certaines questions de type le salaire ou l'âge, il est préférable de présenter plutôt des classes de revenus, plutôt que de demander à la personne de donner son salaire exact. À présent, nous allons détailler un peu quelques éléments de lexique. D'abord, la population. Qu'est-ce que c'est la population? La population, c'est l'ensemble des individus qui est concerné par la recherche. Et on parle bien souvent, dans le cadre d'une enquête par questionnaire, d'échantillons sur lesquels on enquête. Ici, l'échantillon correspond à l'ensemble des individus qui sont interrogés ou observés. Dans certains cas, l'échantillon et la population correspondent, mais bien souvent, l'échantillon est une partie en fait de la population. L'unité statistique, c'est la désignation de l'objet sur lequel est mesurée la variable. Le plus souvent, l'unité statistique est un individu ou un ménage, mais ça peut aussi très bien être une entité collective ou un événement ou un objet. Donc ici, l'unité statistique est l'individu, c'est-à-dire l'étudiant. Donc pour l'étudiant 1, hop, on voit trois variables, l'âge, le sexe et l'année en licence. Ici, l'unité statistique est un collectif, c'est l'université, avec 3 variables également. La variable, c'est la désignation des caractéristiques mesurées. La variable, elle peut s'assimiler finalement à l'indicateur. Et enfin, la donnée, c'est quoi? La donnée, c'est la désignation du résultat d'une mesure. Selon le type de la variable, selon qu'elle soit qualitative ou quantitative, je ne vais pas pouvoir produire les mêmes indices statistiques. Je ne vais pas pouvoir mobiliser les mêmes indices statistiques. On va distinguer 2 types d'indicateurs statistiques, les indicateurs de tendance centrale et les indicateurs de dispersion. Ces indicateurs peuvent être principalement mobilisés dans le cadre en fait des variables quantitatives, c'est-à-dire des questions à réponse numérique. Alors, les indicateurs de tendance centrale, il s'agit ici de produire le résumé d'une variable avec une seule valeur. Donc, dans ces indicateurs, on va retrouver la moyenne, qui est la valeur que prendraient toutes les unités statistiques si elles étaient identiques. Donc, on fait la somme des valeurs observées divisée par le nombre d'individus. Et donc, ça concerne les variables numériques. Le problème de la moyenne, c'est qu'elle est très sensible aux valeurs extrêmes. Qu'apprend-on avec le salaire moyen quand on ne connaît pas les écarts entre les plus pauvres et les plus riches? La moyenne, elle peut prendre la même valeur quand tout le monde gagne la même chose et quand les écarts entre les uns et les autres sont immenses. Alors que ces deux populations, ceux qui ont tous le même salaire et ceux qui ont des écarts très importants, ces deux populations sont très différentes d'un point de vue sociologique. La moyenne fournit donc une information assez imprécise si elle n'est pas accompagnée de la variance ou de l'écart type. Nous reviendrons tout à l'heure sur la variance et l'écart type.
Autre indicateur de tendance centrale, la médiane. La médiane, c'est la valeur qui permet de diviser en deux groupes égaux notre population. Si le nombre de valeurs est pair, c'est la moyenne des deux valeurs centrales. Si le nombre de valeurs est impair, la médiane, c'est la valeur centrale. De la même manière, ici, ça concerne exclusivement les variables numériques. Pour calculer la médiane, il faut d'abord ordonner les données, les trier dans l'ordre ascendant, et la médiane est le nombre qui se situe au point du milieu. La médiane, c'est la valeur du milieu d'un ensemble de données ordonnées. Et enfin, autre indicateur de tendance centrale, c'est le mode. Le mode ici concerne des variables qualitatives. Et c'est la modalité qui a l'effectif le plus élevé ou la classe qui a la plus forte densité. Il se peut qu'il n'y ait aucun mode si aucune des valeurs n'apparaît comme plus importante qu'une autre. Et il est possible également qu'il y ait dans un même ensemble deux modes. Donc ici, je vous ai mis un exemple d'exercice là qui vous permet de vous essayer finalement à ces différents tests statistiques et de voir ce qu'ils produisent.